La conférence des chefs d'État de la COP22 s'est ouverte à Marrakech au Maroc. Le président de la République, Alassane Ouattara, y prend part. Les chefs d'État doivent appliquer l'accord de Paris sur le climat à travers une feuille de route. Le ministre de la Fonction publique s'est entretenu aujourd'hui avec les syndicats. La rencontre vise à se pencher sur les différentes revendications des fonctionnaires qui avaient entamé une grève de 72 heures afin de trouver des solutions. À l'étranger, la Russie retire sa signature du statut de Rome. Moscou reproche à la Cour pénale internationale de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. Bonsoir et bienvenue. Plus de 80 dirigeants ont pris part à la conférence des chefs d'État de la COP22 au Maroc. La conférence des partis sur le climat se déroule déjà depuis une semaine. Une semaine d'intenses négociations sur les changements climatiques. Les chefs d'État, dont le président de la République Alassane Ouattara, doivent rendre opérationnel l'accord de Paris à travers une feuille de route qui s'étalera jusqu'en 2020. Abiba Dambélé-Saoui. C'est à Marrakech au Maroc que s'est ouverte ce mardi 15 novembre 2016 la conférence de haut niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les acquis de la COP21, qui s'est soldée par un premier accord universel sur le climat, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 22 avril 2016 à New York, au siège des Nations Unies, par 177 États parties. Cet accord vise à limiter la hausse de la température de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. L'hôte de l'événement, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, a exhorté ses pairs à plus de solidarité. L'organisation de cette conférence au Maroc pour la deuxième fois, après la session de 2001, traduit notre attachement au cadre multilatéral pour aborder les défis internationaux. Le fait que Marrakech accueille aujourd'hui cette conférence est une preuve de tout l'intérêt que nous attachons aux questions de l'environnement et du climat parmi les priorités du Royaume. L'humanité tout entière place de grands espoirs sur les décisions qui seront prises au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour enrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. Suivi en cela par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en fin de mandat. Il a invité les pays avancés à honorer leurs engagements pour permettre l'atténuation et la lutte contre le réchauffement climatique. Le président français François Hollande, quant à lui, a insisté sur le fait que l'accord de Paris est un accord irréversible en droit et dans les faits. Nous sommes ici rassemblés à Marrakech, un an après. L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible. Il est irréversible en droit. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Plus de 100 États, représentant les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'ont ratifié. L'accord, il est aussi irréversible dans les faits, parce que les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les citoyens du monde prennent des initiatives, lancent des projets, inventent des solutions concrètes permettant de conjuguer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement. On ne trahit pas une promesse d'espoir. On la réalise, on la porte. Ici, à Marrakech, nous sommes les gardiens de la lettre et de l'esprit de l'accord de Paris. Et nous le ferons vivre parce que ce qui nous unit, c'est ce que nous avons en commun et qui est tout simplement notre planète. La Côte d'Ivoire, qui prend une part active à la COP22 avec la présence effective du président Alassane Ouattara, a ratifié l'accord de Paris le 25 octobre dernier. Le président de la République a réaffirmé la volonté de son pays à participer au combat mondial contre le changement climatique. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects.
La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indiquent les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Après la cérémonie d'ouverture de la conférence de Marrakech, le président Alassane Ouattara s'est rendu au stand de la Côte d'Ivoire, où l'attendaient des membres du gouvernement, des élus locaux, de nombreux experts et des jeunes Ivoiriens venus spécialement à la COP22 pour voir leur président. En marge de la conférence des chefs d'État de la COP22, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé des audiences. Il a reçu une visite de courtoisie de la part du vice-président du Ghana, M. Kwesi Amissa Arthur. Ce dernier a été précédé par le président du conseil d'administration d'Enguieu, venu présenter au chef de l'État les activités de son entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Cette structure est présente dans 70 pays. La rencontre de Marrakech sur le climat est aussi l'occasion pour les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, de tabler sur le Fonds vert. Le Fonds vert est un organisme financier de l'Organisation des Nations Unies, rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mamadou Kwasi. L'Afrique de l'Ouest en union de force pour freiner l'évolution des menaces climatiques et surtout pour bénéficier de financements auprès du Fonds vert des Nations Unies. À l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire, les ministères en charge de l'environnement et de l'espace CEDEAO se sont retrouvés pour parler d'une seule voix dans la dynamique de mise en œuvre des actions. Nous avons sollicité les instances de la CEDEAO pour voir dans quelle mesure nous pourrions avoir une organisation ouest-africaine de l'environnement et du développement durable. Ce serait un outil mis à la disposition des États pour justement adresser ces problèmes de l'environnement et ces problèmes de développement durable. Au cours de cette assise sous-régionale, le responsable du Fonds vert pour l'Afrique a présenté les procédures et les dispositions à prendre afin de bénéficier de l'appui de son institution. Être ambitieux dans leurs objectifs. Ambitieux, ça veut dire avoir des programmes structurants, mais aussi qui puissent avoir un impact profond sur les comportements, profond aussi sur les institutions. Déjà, 3 pays de l'espace CEDEAO, à savoir le Sénégal, la Gambie et le Mali, ont pu bénéficier de l'appui financier pour la réalisation de projets dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le projet qui a été financé, c'est le programme de la récupération des terres dégradées de la Casamance et des Niayes. Et donc nous pensons que pour accroître les capacités de résilience de nos communautés, il fallait un peu travailler sur la récupération des terres dégradées, et parce que l'agriculture est un axe important du plan Sénégal émergent. C'est un projet qui est de 7,6 millions de dollars. Après cette rencontre, d'autres sessions seront organisées en vue d'élaborer un plan commun sous-régional dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre de la fonction publique tente de trouver des solutions face aux revendications des fonctionnaires. Les deux parties ont échangé aujourd'hui. Cette rencontre fait suite à une grève de 72 heures entamée dans la fonction publique. Éric Gori.
Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration autour d'une table avec les syndicats, des fonctionnaires et agents de l'État à la recherche des solutions durables. Après un arrêt de travail de 72 heures pour protester contre la nouvelle réforme de retraite arrêtée en 2012 et qui rentre en vigueur cette année. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans un délai pas trop lointain, qu'il n'y ait plus de journaliers dans la fonction publique. J'ai parlé aussi de la retraite, la pension de retraite qui fait beaucoup de bruit. Et à ce niveau-là, le gouvernement propose à la plateforme un forum. Et je pense qu'au sortir de ce forum-là, des solutions vont être trouvées. On a aussi parlé du stock des arriérés. Le gouvernement a une position connue des syndicats. Et je pense que là aussi, la porte n'est pas fermée. Pour le représentant des fonctionnaires, cette discussion est une lueur d'espoir pour des lendemains meilleurs. La première chose que je voudrais dire, c'est de remercier le ministre. Parce qu'un syndicaliste, son objectif n'a jamais été la paralysie. Quand il dépose un préavis de grève, c'est une interpellation forte pour dire nous voulons discuter. Et aujourd'hui, nous avons été reçus dans une ambiance conviviale. Des réponses sont annoncées sur certains points, d'autres points sont en suspens, mais la discussion continuera. Ce sont plus de 10 syndicats qui ont pris part aux échanges. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours pour aboutir à un accord. Un mot de justice à présent. Le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo continuera sans elle et avec des avocats commis d'office. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui la cour d'assises d'Abidjan. Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité. Elle n'a pas assisté à son procès ce matin pour protester contre la non-comparution de plusieurs témoins. Herman Guivé. Cour d'appel d'Abidjan, calme plat, porte fermée. Pas de procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. L'accusée n'a pas répondu présente ce matin. Pour quelle raison? Depuis le début, les avocats de Mme Simone Gbagbo ont dit qu'ils avaient un certain nombre de témoins à faire comparaître. On leur a dit très bien, faites-les comparaître. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été capables de faire comparaître ces témoins, soit parce qu'ils ne les ont pas contactés, soit parce qu'ils ont fait des citations qui étaient toutes nulles, soit parce qu'ils n'ont pas respecté les dispositions du Code de procédure pénale en matière de citation. Donc on a constaté qu'ils étaient incapables de faire comparaître leurs témoins. On a décidé de passer outre l'audition de ceux-là. Comme vous l'avez remarqué, elle n'a pas voulu se présenter malgré la sommation qui lui a été faite par un huissier. Que dit la loi dans ce genre de circonstances? À l'audience donc qui s'est ouverte sans elle, on a fait application de l'article 320 du Code de procédure pénale qui prévoit aussi cette situation, qui dit que si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, en ce moment, le président a le choix. Soit il décide de la faire comparaître de force, soit il estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle comparaisse de force. C'est cette deuxième option qui a été prise par le président. Il a donc ordonné qu'on passe outre au débat. Je voudrais qu'on retienne que tout ce qui se fait jusqu'aujourd'hui est vraiment dans le strict respect du Code de procédure pénale. Pour que les droits de la défense soient respectés scrupuleusement, comme le prévoit la loi, le président de la cour d'assises a commis d'office une demi-douzaine d'avocats pour qu'ils prennent connaissance du dossier et viennent défendre Simone Gbagbo, et ce, sans sa présence. Le palais de justice, lui, n'a rien perdu de son activité. Prochaine audience, renvoyée au 28 novembre 2016. La journée nationale de la paix, c'était hier mardi 15 novembre 2016. Pour marquer cette célébration dans la ville de Bouaké, les organisations non gouvernementales et les populations ont mené diverses actions en faveur de la paix. Walter Amadou Ouattara. La paix est un état de tranquillité de l'individu, du sujet. Ensuite, du point de vue des États, on pourrait parler de paix quand il y a une cessation d'hostilité pour une période de crise. Mais aussi, la paix est une situation de calme dans un groupe social. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent la paix retrouvée en tirant les leçons du passé. Quand 2002 arrivait, moi j'étais à Bouaké. On entendait à chaque fois des crépitements. Et puis à un
une journée où on entendait moins les cris. Elle est venue vers moi et elle a dit, papa, c'est fini. Et quand elle a dit, papa, c'est fini, je sentais que ma petite fille de 6 ans demandait la paix. Les dirigeants de la société civile continuent d'œuvrer pour la consolidation de la paix et pour le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés. Le sport est le moyen en fait, le plus intéressant pour que les gens puissent en fait, se rencontrer, échanger, partager. Donc nous utilisons ce carnaval-là pour donner des messages de paix. Les autorités s'engagent à garantir une paix favorable à tout développement. Nous ne sortons pas d'une crise comme si nous sortons d'un dîner gala. Je voudrais donc dire que nous procédons à une éducation au civisme, au changement de comportement. Mais il revient à tous d'entretenir et d'enraciner la paix dans le pays. Toutes les actions individuelles et collectives doivent susciter la bonne ambiance et une paix durable pour emboîter le pas au sage qui dit, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Dans l'actualité politique, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, prépare les élections législatives. Elles sont prévues le 18 décembre prochain. Les membres de cette formation politique se sont réunis hier à Cocody. Ils ont annoncé la poursuite des discussions avec les partis constituant le RHDP en vue de parvenir à un accord pour une liste consensuelle. Ibrahim Tunkara, Hervé Blé. C'est un bureau politique convoqué d'urgence qui s'est réuni mardi avec un seul point à l'ordre du jour, les élections législatives du 18 décembre. Ce jeudi à 17h expire le délai fixé par la CEI, la commission électorale indépendante pour le dépôt des candidatures en vue de ces législatives. Mais contrairement au PDCI et au RDR, deux de ses alliés au sein du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, l'UDPCI n'a jusque-là pas fait connaître la liste de ceux qui vont défendre ses couleurs au sein de l'alliance RHDP. Le bureau politique a retenu de cet important exposé du président du parti qu'il n'y a pas encore eu de consensus au sein du RHDP qui prenne en compte les attentes du parti et les ambitions légitimes de ses cadres. Demande au président du parti de poursuivre les discussions avec nos alliés du RHDP dans le sens d'obtenir la prise en compte des intérêts de l'UDPCI. Demande au président du parti, conformément à l'attitude qu'il a toujours observée et dans un esprit oufetiste, de poursuivre son engagement en faveur du rassemblement et de la cohésion du RHDP. Le groupe UDPCI compte 10 députés dans le Parlement sortant, sans doute que le parti aimerait en avoir plus dans la prochaine assemblée. Ce bureau politique a été également l'occasion pour la direction de l'UDPCI de féliciter les cadres et les militants du parti pour leur mobilisation lors des dernières consultations. L'UDPCI promet une nouvelle déclaration au plus tôt ce mercredi pour donner plus de précisions sur les discussions en cours avec ses alliés du RHDP et les candidats qui vont représenter le parti au scrutin du 18 décembre. Dans le domaine sécuritaire, des magistrats et officiers de la police judiciaire sont instruits sur la prévention de l'extrémisme violent. La formation se déroule à Yamoussoukro. Prévention de l'extrémisme violent et échange de bonnes pratiques sur la répression des actes terroristes. Ce thème fait l'objet d'une session de réflexion à Yamoussoukro. Des magistrats, des auxiliaires de justice et des officiers de la police judiciaire mettent en place les bonnes pratiques internationales en matière d'enquête, de poursuite, de réhabilitation et de réintégration des actes terroristes. Durant 6 jours, ces hommes de droit seront formés sur les causes profondes de l'extrémisme violent et la prévention de la radicalisation. Par cette initiative, le secrétariat du Conseil national de sécurité veut doter la Côte d'Ivoire de plusieurs mesures pour prévenir l'extrémisme violent. Au regard du critère multiforme d'expression de la menace et de son évolution permanente, il importe par ce genre de séminaire de mener la réflexion et accroître les échanges sur la question pour mieux protéger les populations.
Les estimations du Bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD montrent que depuis 2011, plus de 21 000 personnes ont été tuées dans plus de 4 000 attentats terroristes perpétrés en Afrique. L'extrémisme violent représente sans doute la menace la plus sérieuse à la sécurité et à la stabilité dans le monde. Pour faire face à cette menace de nature complexe, transnationale, sournoise, évolutive, plusieurs initiatives politiques, socio-économiques et sécuritaires ont été mises en œuvre par les différents pays qui y sont confrontés. Par cet atelier de Yamoussoukro, le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, veut également réviser la loi ivoirienne sur la répression des actes terroristes et faire des propositions d'amélioration. Parlons agriculture. Les producteurs africains de cajou veulent se donner les moyens de peser sur les décisions dans la filière, à l'instar des structures comme l'OPEP ou l'Organisation mondiale du cacao. Ils se sont réunis récemment pour poser les jalons d'une plateforme. La convention issue des travaux va être paraphée et signée par les chefs d'État des pays producteurs ce vendredi. On s'intéresse à la culture avec un moment fort de l'Abissa. Il s'agit de la danse. Elle est exécutée par l'Enzima à 4 heures. Cette étape est surtout consacrée aux personnes d'un certain âge qui n'auront pas la possibilité de venir danser dans l'après-midi. Victorien Angwa. Le mardi est le jour sacré de l'Abissa, jour de la purification de l'Edongolais à partir de 14h30. Mais avant, il faut respecter tout un processus. Depuis 4 heures, le quartier France est animé. Le groupe Atchenkwasi en procession retrouve sur la place de l'Abissa le tam-tam sacré ou le dongolé. Le dongolé vient donc annoncer à 4 heures au peuple que mardi est un jour sacré. À cette occasion, il faut bénir la terre et tous ceux qui viendront à 14h30 pour assister à la première sortie du roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire. L'Abissa aujourd'hui suscite tellement d'intérêt que les après-midi, c'est pratiquement toute la population de Bassam, toute la population de Côte d'Ivoire, jeunes femmes qui viennent à l'Abissa à 4 heures du matin. On permet donc aux vieilles femmes, à nos parents, pères, mères, on leur demande de venir danser l'Abissa avant les jeunes. L'Abissa à 4 heures est réservé aux Nzima en particulier. Le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amicha, n'a pas voulu rater l'événement. Avec lui, le président de la commission finances, Jérôme Ayua, et plusieurs Nzima ont pris part à ce que l'on pourrait assimiler à une mise en jambe en attendant la sortie du roi. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est exprimé hier devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Il a fait savoir qu'il soutenait l'accord politique signé entre la majorité et une frange de l'opposition. Joseph Kabila rompt le silence et pour son premier grand oral, le président congolais était face au Parlement ce mardi. Il promet de respecter l'accord de sortie des crises conclu en octobre dernier à l'issue du dialogue national. Comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes. Cette feuille de route connaît déjà un début d'exécution avec la démission du Premier ministre qui doit être remplacée par une personnalité issue de l'opposition conformément à l'accord. Ce dernier devra à son tour former un gouvernement d'union nationale avec pour mission l'organisation des élections prévues en avril 2018. Toutefois, le président congolais met en garde la branche de l'opposition qui rejette cet accord. Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Dans son viseur, la coalition réunie au sein du rassemblement dirigé par Étienne Tshisekedi,
Considérée comme l'opposition majoritaire, elle a boudé le dialogue national et exige le respect de la Constitution qui prévoit pour décembre prochain la fin du mandat du président au pouvoir depuis 15 ans. Joseph Kabila a sollicité les évêques catholiques aux fins de mener une médiation entre les signataires de l'accord et les membres du rassemblement. C'était le récit de Sylvie Toury. Au Burundi, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH et son partenaire burundais, la Ligue ITK, présente à Paris un rapport intitulé « Répression aux dynamiques génocidaires ». Sur 200 pages, les organisations détaillent de manière presque exhaustive la chronologie de la crise burundaise depuis les premières manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza en avril 2015. Ce document dresse le bilan macabre d'1 an et demi de répression. Il indique que près de 310 000 personnes ont été forcées à fuir les tortures. Des centaines de personnes sont portées disparues. La Russie retire sa signature du statut de Rome. Moscou reproche à la Cour pénale internationale de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. La Russie avait signé en 2000 le texte créant la Cour pénale internationale, mais ne l'avait jamais ratifié. Sylvie Toury. La Cour traverse un sale temps, a réagi Kaba Sidiki, président de l'Assemblée des États partis, à l'annonce du retrait de sa signature par la Russie. Moscou reproche à la Cour pénale internationale son manque d'indépendance. La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle et n'est jamais devenue une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice internationale. De fait, en 14 ans d'activité de la CPI, elle a seulement prononcé 4 verdicts, en dépensant malgré cela plus d'1 milliard de dollars. Cette décision fait suite à l'annonce de la CPI fin janvier d'ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008. Moscou reproche à la Cour de se focaliser sur les crimes présumés commis par ses milices et celles des Ossètes en ignorant les exactions des troupes géorgiennes. Autre grief à l'origine de ce retrait, la question de la Crimée. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Mais encore, le pays tient à sa souveraineté, limitée par les obligations internationales. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a déploré cet acte. Malgré les titres de presse sensationnels, ceci n'est pas une crise, mais un pas en arrière dans notre effort commun vers un monde plus juste et plus en paix. La Russie, qui n'était pas membre de la CPI, car n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, retire donc sa signature et rejoint ainsi la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi. En France, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à la présidence de la République de 2017. C'était aujourd'hui à Bobigny. L'ancien ministre de l'économie a mis fin à des mois de suspense et marque ainsi son entrée dans la course à l'Élysée. L'annonce a été faite durant une visite au campus des métiers et de l'entreprise devant un parterre de journalistes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.